Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans L'Art entre les lignes, l'émission dédiée aux livres d'art. Organisée par l'Institut national d'histoire de l'art en partenariat avec le magazine d'art L'Œil et les médiathèques de Maison Alfort, L'Art entre les lignes ambitionne de vous faire découvrir des livres, des éditeurs, des auteurs et des autrices et de vous donner envie de les lire. Après une dernière émission consacrée à la bande dessinée, c'était en juin lors du Festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau, nous allons parler ce soir de passion et d'amour à travers la figure de deux collectionneurs donateurs que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Le premier est un grand spécialiste du dessin et de la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, grand connaisseur de Nicolas Poussin. Le second, l'un des meilleurs promoteurs de l'avant-garde contemporaine, américaine d'abord avec Cy Twombly, Robert Ryman, Sol Lewitt et Carl André, européenne aussi avec Daniel Buren, Neil Toroni ou Michael Barcello. Le premier a fait toute sa carrière au Louvre en tant que conservateur chargé du département des peintures, puis de 1994 à 2001 en tant que président, directeur du musée. Le second a quant à lui associé son nom au marché de l'art en devenant l'un des galeristes les plus réputés au monde. Vous l'avez deviné, bien sûr, il s'agit de Pierre Rosenberg et d'Yvon Lambert, que tout semble opposer. Tout, à l'exception de cette passion pour l'art et pour les artistes, à l'origine de deux collections remarquables qu'ils ont souhaité partager avec nous, avec le plus grand nombre. En 2012, en effet, Yvon Lambert fait don à l'État de plusieurs œuvres, de centaines d'œuvres, 600 œuvres, même plus, vous nous direz combien, dont une partie est aujourd'hui exposée à la collection Lambert en Avignon. 8 ans plus tard, en 2020, c'est Pierre Rosenberg qui donne l'essentiel de sa collection au département des Hauts-de-Seine cette fois. Ces deux donations, nous pouvons aujourd'hui les découvrir dans deux catalogues. Le premier, La curiosité à l'œuvre, dessin de la donation Rosenberg, paru aux éditions Le Passage à l'occasion d'une exposition au Salon du Dessin, c'était en 2022. Le second, Une histoire intime de l'art, Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu, vous allez nous expliquer, coédité par la collection Lambert, le Centre national des arts plastiques et les éditions Dilecta. Pour en parler avec moi ce soir, deux invités, deux historiens de l'art, Frédéric Lanoé et Jean-Baptiste Delorme. Bonsoir Frédéric Lanoé. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de la peinture française, diplômée de l'École du Louvre. Vous avez soutenu une thèse à l'Université de Lille sur Philippe de Champaigne. En 2007, vous êtes associé à une exposition sur l'atelier de Champaigne au musée d'Évreux. 2 ans plus tard, vous retrouvez le peintre pour une nouvelle exposition de ses dessins, cette fois. C'est au musée de Port-Royal sous la direction de Pierre Rosenberg. En 2015, vous participez à la création de Bella Maniera, association des amateurs de dessin ancien, dont vous avez été la présidente de 2020 et 2021. Et c'est en 2021 que vous rejoignez l'équipe de préfiguration du musée du Grand Siècle, le musée de la collection de Pierre Rosenberg, en tant que conservatrice en charge des dessins anciens. Bonsoir Jean-Baptiste Delorme. Bonsoir. Formé à l'histoire de l'art à la Sorbonne, à l'École du Louvre et au Goldsmiths College de Londres. Vous êtes aujourd'hui conservateur du patrimoine au CNAP, le Centre national des arts plastiques, où vous êtes en charge de la période 1945-1989. Après votre diplôme de l'Institut national du patrimoine, vous débutez votre carrière au Musée national Marc Chagall à Nice, où vous êtes en charge des collections et des expositions. Vous avez notamment été le commissaire associé de l'exposition de couleurs et d'encre Chagall et les revues d'art. Spécialiste de l'art contemporain, vous rejoignez le CNAP il y a 3 ans, en 2020, avec pour mission, notamment, entre autres, de co-diriger avec Stéphanie Bars, directeur artistique de la collection Lambert, le livre qui nous réunit ce soir. Un catalogue de 440 pages et presque autant de reproductions qui raconte décennie après décennie l'histoire de la collection Yvon Lambert. Mais je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet par la lecture d'un extrait du catalogue La curiosité à l'œuvre, dessin de la donation Pierre Rosenberg. Il est lu ce soir par Christiane Coendi, que je remercie de sa présence. Christiane, c'est à vous. Collectionner est un acte singulier, une délicieuse névrose qui remplit la vie en luttant contre sa vacuité. Offrir sa collection l'est encore plus. Quand la volonté de transmettre prend le pas sur le pouvoir ensorcelant de l'achat et la tentation infinie de l'accumulation.
Tel est le double chemin qu'a parcouru Pierre Rosenberg. Au long d'une vie tout entière consacrée à la beauté et à la science, finement liées entre elles par l'aiguillon de la curiosité, peut-être aussi de la malice. En commençant à collectionner dès l'âge de 13 ans, au sortir d'une guerre qui laissait notre belle Europe en ruine, il a réuni des centaines d'œuvres d'art, bientôt organisées en 3 corpus, des peintures et des dessins de maîtres, grands et petits, et des animaux de verre de Murano, témoignant de son tropisme vénitien, l'autre soleil de sa vie. En septembre 2020, avec la complicité de son épouse Béatrice, Pierre Rosenberg a donné l'essentiel de sa collection, ainsi que toute sa bibliothèque et sa vaste documentation au département des Hauts-de-Seine. Son président, alors Patrick Devidjian, l'y avait accueilli avec enthousiasme, avant d'être emporté par la mort au début de la pandémie. Cette rencontre entre 2 amateurs du XVIIe siècle, l'un mondialement connu, l'autre caché derrière l'homme public, a fait naître un audacieux projet culturel, le Musée du Grand Siècle, qui doit ouvrir ses portes à l'horizon 2026 dans l'ancienne caserne royale de Saint-Cloud. Varié dans ses typologies comme dans son champ chronologique allant de la Renaissance au XXe siècle, la Donation Pierre Rosenberg a guidé par ses lignes de force le propos scientifique de la future institution. Ainsi s'est presque mis en place un triptyque, le Musée du Grand Siècle, consacré au XVIIe français, mis en perspective thématiquement dans une approche civilisationnelle mêlant tous les arts, le cabinet des collectionneurs, permettant de présenter la Donation Rosenberg dans sa richesse et sa complexité, puis d'en accueillir d'autres, le tout dans une présentation plus intime, et enfin, le centre de recherche, baptisé Nicolas Poussin. Ce dernier abritera la bibliothèque, plus de 50 000 ouvrages, la documentation et le cabinet des dessins, ainsi que des bureaux et des salles de séminaire. Alors, il s'agit des premières lignes, Frédéric Lanoé, de l'avant-propos d'Alexandre Gady, qui est le directeur de la mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle, qui ouvrira, nous l'avons entendu, en 2026. Quand on parle de la donation, de la collection et de la donation au Pierre Rosenberg, de quoi parle-t-on au juste ? On parle d'un ensemble en fait extrêmement vaste et extrêmement éclectique, puisque c'est une collection qui comprend pas moins de 690 peintures, ce qui est quand même pour un collectionneur d'aujourd'hui quelque chose, une collection assez phénoménale. Peintures anciennes qui vont du 15-16e jusqu'au 20e siècle. Il s'agit également d'un ensemble de 3500 feuilles, également qui témoignent par leur éclectisme de l'étendue de la curiosité de Pierre Rosenberg. Donc là aussi, toute école confondue, on a des feuilles italiennes, on a des feuilles flamandes et surtout françaises, puisque c'est l'école française qui a intéressé surtout Pierre Rosenberg durant ses activités d'historien d'art. Et on a enfin donc, cet ensemble de verres de Murano qui est peut-être moins attendu, mais qui est une vraie passion chez Pierre Rosenberg, qui revient à chaque fois de Venise avec quelques petits verres en plus pour compléter sa collection. Donc c'est une collection qui est toujours vivante, toujours en mouvement.
Et ces vers de Murano, on en compte, je crois, plus d'1 millier chez lui aujourd'hui. Avec une spécificité, c'est que son intérêt se concentre essentiellement sur la production animalière de Murano, ce qui est une rareté, étant donné qu'on connaît Murano surtout pour les vases, les lustres, les objets d'art décoratif. Et en fait, les animaux, c'est plutôt quelque chose qui est un ordre un peu plus ludique, et c'est ça qui concentre principalement sa curiosité. Donc c'est un vaste ensemble, très vaste ensemble, très éclectique. Et toutes ces œuvres, 690 peintures, 3500 feuilles, plusieurs milliers de vers de Murano, font objet de la donation. Donc c'est ça. Ils font l'objet de la donation, et donc les œuvres qui sont plus spécifiquement du XVIIe siècle seront amenées à rejoindre les 6 messes du musée du Grand Siècle, tandis que les autres iront rejoindre le cabinet des collectionneurs qui est adjacent au musée du Grand Siècle. D'accord. Alors, ce musée du Grand Siècle, parlez-nous-en. Il sera situé dans l'ancienne caserne royale de Saint-Cloud, c'est ça. Expliquez-nous le projet de musée et puis donnez-nous quelques détails. À quoi ressemblera-t-il ? Alors c'est un vaste projet muséal, un projet extrêmement ambitieux. Il faut saluer ici la volonté de Patrick Devedjian dans la construction de ce musée. Vous l'avez fait tout à l'heure, mais il a vraiment été l'initiateur de ce nouveau projet en muséal, et c'est sans doute galvanisé par sa rencontre avec Pierre Rosenberg, qu'il admirait beaucoup. D'ailleurs, il y avait une admiration mutuelle entre les deux hommes, qu'il a sans doute eu l'idée donc de concrétiser cette idée de projet du musée du Grand Siècle à la lisière du parc de Saint-Cloud. Alors on le sait peut-être pas assez parce qu'on ne parle pas du tout de Patrick Devedjian à ce propos en général. On parle beaucoup de sa carrière politique et c'est bien normal, mais c'était un grand passionné du XVIIe siècle qui était lui-même collectionneur, donc qui fréquentait assidûment l'hôtel Drouot, les galeries, et il avait une vraie passion, un vrai amour pour tout ce qui était de l'ordre de la collection, de l'art. Et c'est l'objet, ce musée est né en fait, c'est le fruit de multiples discussions passionnées entre Pierre Rosenberg et Patrick Devedjian, mais également une personnalité un peu incontournable dans la jeunesse de ce projet qui était Marc Fumaroli, l'académicien, le célèbre académicien spécialiste de la littérature du XVIIe et qui avait écrit de très beaux textes également sur Nicolas Poussin, qui a suscité en fait cette synergie en fait autour de la création du musée. Et il faut aussi saluer dans cette vaste entreprise l'action d'Alexandre Gady, qui a été choisi dès le début de la mise en œuvre, de la concrétisation du projet pour faire aboutir l'ouverture de ce musée du Grand Siècle en devenant le directeur et en conduisant toutes ces opérations de la préfiguration. Et je crois qu'il y a un moment important cette semaine. Oui, il y a un moment capital cette semaine, puisque le jeudi prochain, le 5 octobre, nous allons assister à la cérémonie de pose de la première pierre du musée. Donc c'est un moment historique important pour nous, pour l'équipe du musée. Ce vaste chantier architectural qui est conduit par Rudy Ricciotti avec l'entreprise Faya. Et donc pour nous, évidemment, c'est un moment émouvant auquel va assister M. Rosenberg, qui témoigne, qui concrétise vraiment, c'est un point d'aboutissement déjà de cette vaste idée qui a germé dans leur esprit et qui peu à peu devient réelle. Musée et centre de recherche. Et centre de recherche, donc vous l'avez dit, placé sous l'égide de Nicolas Poussin, donc un centre de recherche qui sera vivant, qui accueillera des chercheurs en résidence, qui essayera donc de promouvoir la recherche à côté des collections muséales pour rappeler en fait que le musée est aussi un lieu de vie, un lieu qui doit s'inscrire qui doit complètement s'inscrire dans la physionomie de la ville et puis dans un plan éducatif aussi.
y a quelque chose de très important aussi dans cette idée de construire le musée, c'est que c'est un musée qui se voudra très pédagogique à destination beaucoup d'un public d'amateurs, bien sûr, à travers le cabinet des collectionneurs, mais également qui souhaite toucher plus largement les jeunes générations, notamment les collégiens, les lycéens. C'est quelque chose qui tenait énormément à cœur de Patrick Devedjian, de pouvoir proposer un musée qui témoigne de la culture du grand siècle et qui soit accessible aux plus jeunes générations. Alors on peut se poser une question, pourquoi créer un musée qui, au passage, ne porte pas le nom de son donateur, Musée du Grand Siècle, et non pas donner cette collection, l'offrir au Louvre, auquel le nom de Pierre Rosenberg est attaché. Il y a fait, je le disais tout à l'heure, toute sa carrière, il l'a dirigé, ce musée. Oui, alors ça c'est une bonne question. Je pense qu'il a, avant de se lancer dans cette aventure, Pierre Rosenberg avait depuis longtemps l'idée de léguer sa collection à l'État. Il acquiert d'ailleurs depuis longtemps en pensant qu'un jour ses œuvres tomberont dans le domaine public, hein, si on peut dire. Donc je pense qu'il a évidemment pensé au Louvre, mais le Louvre, c'est vrai que c'est une institution qui a déjà des collections extraordinaires. Il y a de célèbres prédécesseurs. On peut penser, il y a la collection, pour les dessins, la célèbre collection Yabac, par exemple. Et puis on a beaucoup de dessins. Le cabinet des arts graphiques est depuis longtemps, avec les collections rassemblées par Louis XIV, très riche en dessins de toutes les écoles et s'est enrichi au fil du temps de dessins de toutes les périodes, jusqu'au XIXe siècle. Donc je pense que c'est une idée qu'il a bien sûr qu'il a bien sûr envisagée, mais l'idée peut-être pour lui, je pense que l'idée de conserver l'ensemble de sa collection ensemble avec les verres qui sont une période plus moderne, qui ne s'inscrirait pas du tout dans le parcours muséal du Louvre, je pense que c'était aussi important pour lui de conserver en fait l'intégrité de sa collection, que les peintures, les dessins, les verres de Murano puissent être au même endroit. Alors on va en parler de cette collection bien entendu, et notamment du travail que vous avez fait à travers ce catalogue que je montre là. Avant d'entendre Christiane Coindy nous lire un extrait du livre que vous avez dirigé, Jean-Baptiste Delorme, je vous pose la même question qu'à Frédéric Lanoé. Quand on parle de la donation Yvon Lambert, de quoi parle-t-on ? On parle de beaucoup de choses. Déjà, on parle d'une donation inestimable avec des œuvres qui sont un enrichissement incroyable pour les collections publiques françaises. Vous citiez quelques noms, notamment d'artistes américains comme Robert Ryman, Cy Twombly ou Jean-Michel Basquiat, qui sont des artistes qui aujourd'hui seraient impossibles pour toute collection publique française. D'avoir même l'idée d'acquérir des œuvres majeures, et c'est ce qu'a fait Yvon Lambert avec cette donation, de donner accessibles ces œuvres qu'il a eu l'intelligence, la sensibilité de découvrir au moment où elle se créait, et de constituer cette collection qui, elle aussi, dès le début des années 90, il y a eu notamment une exposition en 1992 de sa collection au LAM à Villeneuve-d'Ascq. Dès ce moment-là, il parle de sa volonté à terme de donner cette collection à l'État français. Voilà, alors, ça représente combien d'œuvres ? Alors la donation en tant que telle représente environ 640 œuvres qui représentent un peu tous les domaines de la création des années 60 à nos jours, à savoir de la photographie, de la peinture, de la sculpture, mais aussi des installations, de l'art vidéo. 640 sur une collection qui en compte 2000, c'est ça ? Oui, environ, oui, exactement. Il y a une partie de sa collection privée dédiée à l'art contemporain, mais Yvon Lambert est aussi quelqu'un qui est un énorme amoureux des livres. C'est un grand bibliophile qui d'ailleurs a encore sa librairie aujourd'hui à Paris, rue des Filles du Calvaire, et qui est un grand érudit qui peut s'intéresser à tout un tas de choses, des petits antiques, etc. Qui montre la grande curiosité d'Yvon Lambert, pas seulement pour l'art contemporain, mais
pour des périodes plus anciennes et aussi pour la littérature. Alors on va écouter tout de suite un extrait du livre que vous avez co-dirigé. J'ai choisi un extrait du texte, il y a plusieurs essais, on en parlera tout à l'heure, de Stéphanie Bars, pour souligner que vous étiez deux co-directeurs d'ouvrage, et c'était pas mince affaire, hein, puisque un livre, vous allez nous en parler, qui est un chantier quand même de plusieurs mois, de plusieurs centaines d'œuvres à restaurer. Plusieurs années. Même. Voilà, on va en parler. Mais je vous propose tout de suite d'écouter justement sur la collection Lambert et sur Yvon Lambert cet extrait donc lu par Christiane Cohendy. Si la reconnaissance institutionnelle des artistes mentionnés dans la liste des 5 premières années d'activité de la galerie d'Yvon Lambert est aujourd'hui incontestable, il fallait de l'audace pour exposer Robert Reimann dès 1969 et remplir avec lui la galerie de feuilles de papier Millard collées à même le mur par la peinture blanche qui les recouvrait. Pour exposer les wall drawings noirs et blancs de Sol Levitt dès 1970, soit 2 ans seulement après que celui-ci en formalisa l'idée pour la première fois chez Paula Cooper, et acheter le certificat d'une ligne à dessiner au crayon sur le mur. Pour présenter la même année les interventions éphémères de Richard Long ou les grands monochromes de Bryce Marden. Pour afficher au mur les comptes rendus des marches effectuées par Hamish Fulton dans la nature. Pour accueillir les empreintes de pinceau numéro 50 répétées à intervalles réguliers d'un Neil Toroni qui ne souhaite pas que son nom apparaisse sur les documents de communication et invente une exposition sous forme de trilogie. Ou accueillir les interventions faites de bandes rayées verticales de Daniel Buren. Pour exposer et publier les Statesmen de Lawrence Weiner, pour installer les 2 cordes jaunes et terre de Sienne de Fred Sandbach dans l'un des coins de la salle d'exposition, pour présenter les télégrammes envoyés par On Kawara mentionnant aux marchands que l'artiste est toujours en vie, « I am still alive », et travaille donc toujours, pour creuser avec Gordon Matta Clark le sol de la galerie jusqu'à des catacombes, pour rendre hommage aux frères jumeaux de l'artiste qui venaient de mourir. Autant d'œuvres qui, au moment même de leur apparition dans l'espace de la rue de l'Échaudé, pouvaient à tout moment échapper au regard du visiteur, à force d'élégance et de discrétion. Certains disaient à l'époque fréquenter la galerie pour ne rien y voir. La liste est longue de ces gestes artistiques, à l'écart de toutes les normes esthétiques en vigueur jusque-là, qui trouvaient dans la galerie d'Yvon Lambert le lieu d'affirmation de leur pleine puissance sensible. Je remonte la couverture de ce livre. Il fallait de l'audace, effectivement, il en fallait de l'audace. Mais avant de parler de cette audace, je voudrais que vous nous présentiez la collection et la donation Lambert. Il y a 2 entités, hein, en réalité. La collection, qui est en Avignon, et la donation, qui est au CNAP, le Centre national des arts plastiques. Vous pouvez nous expliquer cette articulation ? Oui, peut-être. Alors déjà, en premier lieu, je pense en représentant brièvement ce qu'est le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui est un des établissements publics du ministère de la Culture, au même titre qu'il y a le Centre national du livre, de la danse, du cinéma, etc. Le CNAP donc, est l'opérateur dans le champ des arts visuels, avec à la fois une mission de soutien à tout l'écosystème du monde de l'art en France et une collection riche de plus de 107 000 œuvres aujourd'hui, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle,
1791 est l'année du coup à laquelle on considère que la collection s'est créée avec la division des arts, donc avec la Révolution française, et cette collection n'a fait que s'accroître depuis la fin du XVIIIe siècle et continue de s'accroître avec toujours la volonté d'acquérir des artistes vivants. Voilà. Et une autre des spécificités de cette institution qui existe en tant que telle depuis 1982, c'est une création des années mitterrandiennes. Le CNAP, le Centre national des arts plastiques, est ce qu'on pourrait qualifier de musée sans mur, à savoir que cette collection de plus de 107 000 œuvres, elle est répartie partout sur le territoire français et aussi à l'international par le biais de prêts et aussi de dépôts. Et donc c'est le cas avec la donation Lambert, qui fait partie des quelques grandes donations qu'a pu recevoir l'État français, géré Albert par le CNAP. Heidegger, par exemple, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait, qui est un peu l'exemple séminal, qui a aussi donné l'idée à Yvon Lambert de faire cette donation. La donation Albert Honegger, c'est une donation, enfin c'est plusieurs donations d'ailleurs, d'un couple de collectionneurs, l'artiste Gottfried Honegger et sa femme Sylvie Albers, qui avaient un lieu, l'espace de l'art concret à Mouansartou sur la Côte d'Azur, et ont donné, il y a déjà une vingtaine d'années, leur collection d'art concret. Puis voilà, d'autres de leurs amis ont continué à donner, eux aussi ont continué à donner, ce qui fait qu'il y a cette donation qui est gérée à distance. Donc depuis Paris au CNAP vers Mouansartou, avec bien évidemment des équipes qui sont aussi là-bas au quotidien pour gérer ces œuvres. Et finalement, la donation Lambert est une forme de parallèle à Avignon, avec cette donation donnée à l'État en 2012, déposée de manière permanente à la collection Lambert à Avignon, mais voilà, qui est géré à distance, en bonne intelligence avec les équipes de la collection Lambert. Le Centre national des arts plastiques, pardon, c'est l'opérateur de l'État. La collection Lambert, c'est le centre d'art. Il est labellisé d'ailleurs. Hein, oui, exactement. Oui, c'est à la base une association de loi 1901, labellisée centre d'art, comme vous le disiez, qui est un lieu en tout cas public. Et c'est vrai que parfois on a des confusions, on parle de fondation Lambert, de choses comme ça, mais c'est un lieu public avec des financements publics. D'ailleurs, Yvon Lambert a toujours dit que finalement tout l'argent qu'il avait pu avoir, il l'avait mis dans sa donation, et donc voilà, l'ensemble de l'organisme est géré de manière publique avec divers financements, que ce soit l'État, la région, le département ou la ville d'Avignon. Alors cette collection aujourd'hui, cette donation, pardon, elle est l'objet d'un livre qui est le premier d'une nouvelle collection du CNAP, c'est ça ? Oui. Une collection qui a été initiée par Béatrice Salmon, la directrice du CNAP, pour mieux faire connaître, parce que l'opérateur, finalement, il faut regarder les cartels un peu partout, il y a des œuvres partout en France, mais c'est un opérateur qu'on connaît peu ou mal. Oui, c'est vrai que c'est une des difficultés d'être à la fois partout et nulle part, et puis d'avoir eu une histoire extrêmement longue avec différents noms. Depuis cette division des arts, voilà, vous pouvez imaginer toutes les strates administratives par lesquelles est passée cette collection. Donc qui est la collection du CNAP. Et en effet, je pense que Béatrice Salmon, la directrice actuelle du CNAP, à son arrivée il y a environ 4 ans, a eu cette volonté déjà de mieux faire connaître cette collection, et notamment d'entamer un travail scientifique sur cette collection qui du coup est passé par exemple par la création d'un conseil scientifique du CNAP, par aussi des bourses de recherche qui sont lancées cet automne, et par une série d'ouvrages. A déjà été publié par exemple en 2021 un ouvrage sur la collection des études et maquettes du CNAP, qui est une spécificité
de notre institution, puisque le CNAP recueille toutes les études et maquettes de la commande publique. Donc voilà, il y a eu cet ouvrage sur cette spécificité, sur ce corpus de la collection. Est sorti presque au même moment que cet ouvrage, le premier catalogue des collections du CNAP, qui est un aperçu des plus de 107 000 œuvres que constitue cette collection, et cet ouvrage de la Donation Lambert, avant d'autres qui reviendront sur certaines typologies ou certaines périodes de la collection, en passant aussi par un exemple qui a été assez important pour cet ouvrage, qui est le catalogue de la Donation à Albert Sonneguer, dont on parlait, qui est ce cousin de Montsartou. Tout à fait, du Sud. Frédéric Lanoë, alors ce livre, il est plus fin, mais il est tout aussi important, peut-être même plus, parce qu'il est le premier d'une longue série de livres. Il y en a d'autres qui sont en préparation. C'est un florilège de 51 œuvres, parmi les plus de 3500 dessins de feuilles de la collection. Expliquez-nous, comment vous avez travaillé pour extraire 51 dessins d'une collection qui en compte 3500? Comment vous faites? Alors en effet, il fallait faire un choix évident pour présenter ces dessins au public. Et donc c'est un choix qui a été assez draconien, je dois dire. On a eu des dilemmes assez cornéliens pour savoir quelle feuille, de quel artiste on pouvait présenter, quels artistes justement il fallait mettre en valeur. Nous étions invités d'honneur du Salon du dessin en 2021, donc l'idée c'était aussi de montrer de belles feuilles, des feuilles qui parlent au public. Donc on avait la possibilité peut-être d'accentuer sur les points forts de la collection Rosenberg, c'est ceux sur lesquels il a travaillé en tant qu'historien d'art, donc le 17e ou le 18e français par exemple, mais on a pris le parti finalement de donner une image plus représentative de ce qu'était la collection, en allant chercher peut-être dans ce qui était moins attendu du public, donc c'est-à-dire en montrant une sélection des feuilles 19e, 20e, à côté des grandes feuilles 17e, 18e de la collection. Donc c'est un choix en fait qui se voulait le plus représentatif possible du goût du donateur. Et pour comprendre ce goût, il fallait évidemment travailler étroitement avec lui. Et ma mission pendant ce laps de temps où il a fallu que nous concevions l'exposition et que nous écrivions le catalogue, c'était de faire avec lui ce choix qui fasse ressortir son goût. Donc on a la chance, on a la chance au musée du Grand Siècle d'avoir notre donateur un peu, je le dis familièrement, mais sous la main. Mais c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que il y a beaucoup de musées qui sont bâtis sur des donations qui sont malheureusement aujourd'hui un peu muettes. On aimerait mieux en savoir sur la personnalité des donateurs, sur la personnalité de ces gens, de ces âmes qui ont réuni tous ces objets pour constituer un ensemble cohérent. Et j'ai eu la chance de pouvoir effectuer ce choix et d'avoir des discussions extrêmement enrichissantes avec le donateur, avec Pierre Rosenberg, afin de justement percer à jour ce goût qu'il tenait secret jusque-là en plus, puisque cette collection avait été très peu vue du public, quasiment jamais vue du public, un petit peu connue de certains amateurs. Il avait montré aux spécialistes de tel artiste ou tel artiste des feuilles choisies, mais personne jusque-là n'avait une vue vraiment d'ensemble de cette collection. Y compris peut-être lui-même d'ailleurs, j'imagine, oui. Puisque sur 3500 dessins acquis durant une vie, une carrière... Alors on continue encore aujourd'hui. En fait, on a un petit rituel, c'est qu'en faisant l'inventaire, on regarde avec Pierre Rosenberg une boîte de ses dessins par semaine. Et donc il y a des feuilles, il est parfaitement, il sait exactement où il les a achetées, quand c'était. Il a une mémoire incroyable pour certains objets. Par contre, alors c'est minoritaire hein, bien sûr, mais il y a des feuilles qu'il ne se souvient pas du tout d'avoir acquis. Et il est content de les redécouvrir au moment où il les regarde. C'est un ensemble extrêmement vaste où on fait donc des redécouvertes.
Émouvant parce que plongé dans les cartons avec le collectionneur, et là qui n'est plus l'historien de l'art classique, j'imagine, le scientifique, là c'est autre chose, c'est un autre rapport. Alors oui, c'est un tout autre rapport, puisque c'est un peu d'ailleurs comme, si je notais ça dans la personnalité d'Yvon Lambert, il y a un côté d'accumulation aussi qui est très présent dans la personnalité de collectionneur de Pierre Rosenberg. C'est quelqu'un qui a vraiment eu à cœur d'accumuler. Il se qualifie lui-même de collectionneur boulimique. Donc c'est vrai qu'on regarde avec lui, il y a ce côté qu'il faut saisir, pour cette curiosité insatiable en fait qu'il faut saisir et qu'il faut essayer donc de retranscrire quand on essaye en tant que conservateur de faire connaître cette collection au public. Alors c'est un catalogue avec une approche classique de catalogue, c'est vrai que les œuvres se suivent et chacune a une notice. Chaque notice, c'est vous qui les avez rédigées, avec la complicité, peut-être, vous nous le direz, de Pierre Rosenberg. Et en même temps, une vraie notice scientifique dans la mesure où il y a énormément d'attributions que vous faites dedans qui n'étaient peut-être pas le cas quand vous avez retrouvé les dessins. C'est ça, vous avez fait des découvertes. Alors on a fait certaines découvertes, alors peut-être pas forcément au moment du catalogue, mais on poursuit en fait, comme on regarde une boîte par semaine, on poursuit les découvertes. Donc dernièrement on a eu l'occasion de retrouver parmi les anonymes de sa collection, enfin il a des boîtes d'anonymes qui regardent régulièrement pour essayer d'élucider un peu leur mystère. Et parmi ces boîtes, finalement j'ai pu identifier un dessin de Vien, de Joseph-Marie Vien, qui était préparatoire à un panneau de porte pour l'oratoire de la reine Marie Lesinski à Versailles. Donc ça, c'est vrai que c'était une jolie petite découverte parce que c'était un dessin complètement inconnu de l'artiste, assez atypique d'ailleurs dans l'œuvre de Vien, et puis surtout avec un très bel historique. Marie Lesinski en parlant elle-même dans sa correspondance de dessin, en disant qu'elle l'avait vu, qu'elle avait corrigé elle-même le dessin de Vien, de manière à ce que le panneau puisse lui plaire lorsqu'il serait installé dans ses appartements. Donc ça, c'est vrai que c'est une petite découverte assez émouvante, et puis j'espère qu'on en refera encore régulièrement d'autres, parce qu'on n'a pas du tout encore terminé de regarder toutes les boîtes de sa collection. On a jusqu'à 2025 pour le faire. Alors Jean-Baptiste Delorme, vous, le livre Une histoire intime de l'art, Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu, lui paraît 12 ans après la donation, 2012. Pourquoi ce temps? Pourquoi avoir, j'allais presque dire, attendu aussi longtemps? Je pense, comme on en discutait tout à l'heure, il y a cette volonté déjà, cette volonté éditoriale autour de la collection du CNAP et de certains de ces ensembles comme celui-là, qui est un ensemble de environ 640 œuvres qu'il a fallu aussi inventorié pendant toutes ces années. Enfin, la donation est arrivée en 2012, mais il y a un temps qui peut parfois être assez long derrière, d'inventaire, de contact des artistes, de leurs ayants droit. C'est vrai que peut-être la différence entre nos deux ouvrages, c'est qu'on a, on a la chance d'avoir un certain nombre d'artistes de la donation qui sont encore vivants, donc les questionner pour avoir des précisions sur certaines œuvres qui sont parfois des installations un peu complexes, pour lesquelles il fallait retrouver des éléments, etc., comprendre comment on pouvait les réactiver, les réinstaller, parfois 40, 50 ans après leur création. Donc tout ce temps-là était nécessaire, et cet ouvrage permet aussi donc à la fin d'avoir une liste complète de la donation, que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur le site internet du Centre national des arts plastiques avec la base en ligne. Cet ouvrage, il a permis en fait toute une chaîne un peu derrière, à la fois de finaliser un certain nombre d'inventaires. Pour vous donner un exemple, dans cette donation, il y a une œuvre assez incroyable de Thomas Hirschhorn qui avait été produite pour La beauté en Avignon, cette exposition mythique qui avait eu lieu en l'an 2000, organisée par Jean de Loisier à Avignon. Thomas Hirschhorn avait imaginé un couloir
fait de près de 300 éléments différents, avec une chaîne métallique de 3 km de long. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui, là, disons, à l'occasion de cet ouvrage, a été complètement inventorié avec l'artiste, a été réinstallé pour l'occasion, a pu être exposé à Avignon pendant 1 an, photographié. Et donc cet ouvrage a permis, là, dans les 3 dernières années, de restaurer environ 90 œuvres de la donation, ce qui est assez significatif, et voilà, des œuvres assez complexes qu'on a pu donc, à l'issue de cette restauration, photographier et mettre dans cet ouvrage qui laisse une belle part justement aux œuvres de la donation, puisqu'il y a presque la moitié des œuvres qui sont reproduites dans cet ouvrage, qui a vraiment voulu être fait non pas comme un catalogue raisonné, exhaustif, qui aurait été beaucoup trop lourd, mais qui permet quand même de comprendre l'ampleur de cette donation, et puis les moments marquants, les courants marquants soutenus par Yvon Lambert pendant près de 5 décennies. Alors, il y a 2 approches différentes, un catalogue avec des notices d'œuvres, là, un livre, un catalogue qui raconte l'histoire de la collection décennie par décennie. Il y a différents auteurs, hein, Pascal Le Thorel, François Ibars par exemple, Nicolas Bourriaud également, chacun ayant une décennie. Il y a quelque chose qui les rapproche, me semble-t-il, c'est, et ce qui sans doute n'était pas facile à faire avec 2 collectionneurs vivants avec lesquels vous avez collaboré, c'est d'éviter l'aspect hagiographique de l'ouvrage. Comment avez-vous réussi? Est-ce que c'était déjà un enjeu dès le départ ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Oui, alors moi, j'avoue que c'est un petit peu ça qui a dirigé le choix vers des notices finalement un peu classiques, pour justement essayer de prendre un peu de distance, parce que c'est quand on a un personnage qui est encore si présent et qui est encore très actif dans sa collection, c'est très difficile de parler de lui devant lui. Donc c'est vrai que dans le cas de la curiosité à l'œuvre, il semblait peut-être plus facile en réalité dans un premier temps de partir sur ces notices un peu classiques. Alors Alexandre Gady, vous en avez lu un extrait tout à l'heure, fait une petite introduction en rendant un hommage nécessaire évidemment à Pierre Rosenberg en introduction, mais c'est vrai que je trouve que c'est une des vraies difficultés de l'exercice, c'est de réussir à garder aussi une distance et de ne pas tomber dans le côté hagiographique quand on parle de quelqu'un, parce qu'évidemment on peut avoir beaucoup d'admiration pour son travail, mais il ne faut pas pour autant tomber dans quelque chose d'agiographique ou de sentimental. Enfin voilà, ça reste une collection qui a été réunie avec des œuvres importantes qui ont un caractère scientifique, et il faut trouver en fait le bon ton pour en parler. Et vous m'avez dit Pierre Rosenberg était généreux, qu'il vous avait laissé, ce sont vos mots, vous approprier sa collection. Oui, tout à fait. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que vous me demandiez tout à l'heure comment j'avais travaillé. Alors, j'ai pas complètement travaillé ex nihilo non plus. Il y avait déjà un inventaire qui avait été dressé par ses anciens collaborateurs scientifiques, et je pense notamment à Benjamin Perronnet qui avait, avec Comorombo, travaillé déjà un premier inventaire et qui avait déjà fait un grand travail de recensement de ces feuilles. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très généreux dans la démarche de Pierre Rosenberg, c'est qu'à partir du moment où il a donné sa collection au musée, il a considéré qu'on pouvait émettre un point de vue sur les œuvres qui avaient été achetées, qu'elles pouvaient en gros lui échapper, que lui avait parfois acquis certaines œuvres parce qu'il avait pensé à certains artistes à un moment donné, mais que c'est à nous maintenant, public, scientifique, conservateur, de trancher sur le sort de ces feuilles et de les réattribuer si possible, ou voire même de les déclasser si il a peut-être été trop généreux dans son attribution. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose d'important, je pense, c'est la grande liberté qu'il laisse à l'équipe du musée, en fait, dans la fondation du musée du Grand Siècle et dans l'approfondissement
l'appropriation en fait de cette collection qui est un objet intime avant tout et qu'il laisse généreusement, dont il laisse maintenant généreusement l'accès. Alors Jean-Baptiste Delorme, nous n'avons pas de mal à nous mettre à la place de Frédéric Lanoé. C'est impressionnant de travailler à côté de Pierre Rosenberg, j'imagine. Et j'imagine que c'est tout aussi impressionnant de travailler à côté d'Yvon Lambert. Comment l'avez-vous impliqué? Comment s'est-il impliqué plutôt dans le projet? Écoutez, je pense qu'il a gardé une distance respectueuse. À la fois, on lui a montré les différentes étapes un peu cruciales du projet, tout en nous laissant avancer, tout en répondant parfois aux questions qu'on pouvait avoir, que les auteurs aussi pouvaient avoir, qu'il a rencontré très, très généreusement dans sa librairie pour leur raconter certains aspects de sa vie, de l'histoire, de sa donation. Il se trouve qu'avec Stéphanie Barr, Stéphanie Barr qui lui travaille depuis une quinzaine d'années à la collection Lambert, avec qui donc j'ai co-dirigé l'ouvrage. Stéphane, je dirais que ça fait presque une dizaine d'années qu'il fait régulièrement des entretiens avec Yvon et notamment son essai, qui est l'essai qui retrace de manière un peu globale la vie, l'œuvre d'Yvon Lambert, a été nourri énormément de ces entretiens. Et puis des contacts aussi avec les artistes avec lesquels Yvon Lambert a parfois eu des vraies relations de compagnonnage pendant plusieurs décennies. On a essayé de leur envoyer quelques messages, quelques entretiens aussi. On nourrit l'ouvrage. Alors nous allons écouter un nouvel extrait du livre, La curiosité à l'œuvre. Avant, je voudrais vous présenter Christiane Cohenny, que vous connaissez. Christiane, qui est comédienne, qui a principalement joué sur les scènes du théâtre subventionné avec les plus grands metteurs en scène, d'Alain Françon à Klaus-Michael Gruber, en passant par Jean-Pierre Vincent, Georges Lavaudan, Pierre Chéreau et Luc Bondy. En 1996, vous avez obtenu, Christiane, le prix de la critique et le Molière de la meilleure comédienne pour votre interprétation de Décadence de Steven Berkoff avec Michel Aumont. Récemment, nous vous avons vu au Théâtre du Rond-Point dans la pièce Un dernier rêve pour la route d'Elena Noguera. Et actuellement, vous collaborez à la prochaine création littéraire, décidément, et sonore de l'IRCAM, réalisée par Nathalie Pivin. Dans quelques jours, nous irons tous à Biarritz vous écouter lire des textes de Clarice Lispector et de Gabriel Garcia Marquez. C'est au festival L'Invitation au voyage. Mais pour le moment, nous vous écoutons nous lire un extrait du catalogue La curiosité à l'œuvre, dessin de la donation, Pierre Rosenberg. Si, à un moment donné de leur pratique, tous les collectionneurs se prennent à viser un Graal, une œuvre à convoiter parmi toutes, pour Pierre Rosenberg, ce serait certainement un tableau de Nicolas Poussin. Toutefois, cette quête ne l'aura pas mené vers une table ronde, mais vers une table en demi-lune, dite Sigma, émouvante feuille sur laquelle le peintre philosophe s'interroge sur les pratiques de l'Antiquité. Alors qu'il réfléchit à une manière de montrer un repas antique, plus conforme aux usages anciens, l'artiste s'est plongé dans la Roma sotterranea d'Antonio Bosio, un ouvrage publié en 1632 et illustré de nombreuses gravures d'après des œuvres authentiques. Sculptures, bas-reliefs romains, peintures paléochrétiennes copiées dans les catacombes, constituant un large répertoire iconographique. Sur le recto de la feuille, Poussin retranscrit une agape funéraire visible dans les catacombes de Sainte-Agnès à Rome, tandis que l'homme qui sert les pains est copié d'après un sarcophage antique conservé au Vatican. Le repas, représenté au verso, est inspiré de la catacombe des saints Pierre et Marcellin.
Ce dessin, réalisé pour lui-même à sa table de travail et sans aucune volonté de démonstration, dénote surtout chez Poussin une volonté perfectionniste, une recherche de sens et un souci de vraisemblance archéologique. Plongé dans son étude, alors qu'il réfléchit à la manière de disposer ses personnages banquetant dans le tableau qu'il entreprend pour la seconde série des Sacrements, le peintre fait part de ses réflexions les plus pointues à son commanditaire, Paul Fréard de Chanteloup, dans une missive datée du 30 mai 1644. Je suis sur le point de vous commencer un second tableau de la pénitence, où il y aura quelque chose de nouveau, particulièrement le tricline lunaire qu'ils appelaient sigma. Il sera observé ponctuellement. Merci. Alors, vous voyez venir Frédéric Lanoë, Nicolas Poussin. Ah oui. Le grand héros de Pierre Rosenberg. Le grand héros. Quelle place a-t-il Nicolas Poussin dans sa carrière et dans sa collection ? Alors dans sa collection, c'est à la fois c'est évidemment un personnage incontournable dans sa carrière. Il est en train d'achever là le catalogue raisonné de l'œuvre de Nicolas Poussin après avoir déjà publié le catalogue des dessins avec Louis-Antoine Prat. Là, il s'est attaqué au catalogue des peintures qui est à paraître en 2024. Donc c'est un travail qui est vraiment une somme monumentale sur l'artiste, et paradoxalement c'est aussi un grand regret dans sa carrière de collectionneur, puisqu'il n'a jamais pu mettre la main sur le fameux tableau de Nicolas Poussin qu'il aurait aimé posséder, et donc à défaut, mais c'est un bien joli défaut, je dois dire, il a pu acquérir quelques feuilles qui viennent un peu compenser ce manque du tableau manquant de Nicolas Poussin. Donc il y a à la fois un énorme bonheur pour Pierre Rosenberg de travailler sur Poussin, mais aussi un petit regret de collectionneur. Et oui, mais Nicolas Poussin ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de feuilles, puisqu'il y a tant d'autres artistes qu'il aime. Et puis un goût parfois qui nous surprend, de Luermoz par exemple, des artistes que l'on n'attendait pas forcément dans sa collection. Oui, tout à fait. Et puis j'ajoute qu'il collectionne toujours, donc peut-être va-t-il encore trouver un tableau de Nicolas Poussin dans les mois ou les années à venir. Donc c'est une collection qui est toujours en mouvement. Et parmi les artistes donc justement qui ont su attirer son attention, on a des artistes assez peu connus. Alors c'est assez amusant parce que quand on compare avec le parcours d'Yvan Lambert, qui a cherché à acquérir très tôt des œuvres de l'avant-garde, on a chez Pierre Rosenberg justement une démarche qui va être en parallèle, complètement en parallèle, qui est justement de se dire que les artistes de l'avant-garde vont être reconnus et que peut-être sur le côté sont laissées des personnalités un peu plus mystérieuses qu'on n'a pas encore redécouvert. Donc en fait c'est peut-être des artistes plus marginaux qui vont susciter son intérêt et auxquels en fait il aimerait peut-être redonner une chance en ayant accumulé leurs œuvres. Et vous citiez tout à l'heure de Luermoz, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé sur la peinture animalière, qui a illustré le livre de la jungle, qui a fait des superbes décors sur des paquebots, mais qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Donc ça fait partie vraiment de ces artistes un peu favoris qu'il a cherché à mettre en valeur dans sa collection et qu'il espère auquel on redonnera une chance dans le futur. Il y a d'autres cas un peu similaires. On peut parler aussi de Georges d'Aurignac, qui est un artiste auquel il s'est intéressé très tôt. Il a collectionné les œuvres de d'Aurignac dès les années 80, moment où l'artiste n'était pas encore vraiment redécouvert du public et connu d'un petit cercle d'amateurs, d'initiés, notamment autour de la galerie de Jacques Sargos à Bordeaux. Et en fait, ces dernières années, on a eu plusieurs rétrospectives sur cet artiste qui reprend corps et qui est reconnu qui accède finalement à une reconnaissance du public. Pareil pour des artistes comme Devant Bèze ou Marguerite Burnat-Provins, auxquels les musées ou les galeries consacrent régulièrement des petites expositions, des petites et grandes expositions.
Et bientôt le musée du Grand Siècle. Et bientôt le musée du Grand Siècle, bien sûr. Alors, le livre Yvon Lambert aussi a le mérite, ce livre, de montrer un Yvon Lambert que l'on n'attend pas forcément, ou peut-être que l'on a oublié. C'est vrai qu'on a tendance à voir dans la collection Lambert, dans le goût, Yvon Lambert, l'art minimal, l'art conceptuel des années 60-70. Ce livre est surprenant parce qu'il nous rappelle quand même qu'il a défendu la figuration européenne dans les années 80. Il y a un article de Pascal Le Thorel sur le sujet. Il y a un essai aussi de Donatien Gros sur la tentation de l'Antiquité. C'est un Yvon Lambert, j'allais dire dépoussiéré, un nouvel Yvon Lambert que l'on redécouvre. Oui, peut-être, mais en même temps qui, oui, a toujours été là et toujours mu par à la fois des passions constantes et en même temps ce désir sans cesse de se renouveler, d'essayer de comprendre la création de son temps. C'est pour ça que voilà, dans les années 80, il y a ce grand retour de la peinture figurative, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et dans lequel il se plonge avec énormément de plaisir et de goût, ce qui a pu étonner un certain nombre, vu ses engagements vers de grandes formes de radicalité minimale et conceptuelle, comme vous le disiez. Mais en fait, on voit chez Yvon Lambert qu'il y a toujours une forme de continuité aussi dans ses goûts, dans ses intérêts. Et c'est pour ça aussi que ça nous intéressait à la fois d'avoir des articles, je dirais, un peu chronologiques, en tout cas sur des décennies et des courants spécifiques, mais aussi des articles plus thématiques. C'est le cas de l'article de Donatien Gros sur le rapport d'Yvon Lambert à l'antique dans sa donation, et où l'on voit qu'en fait ce rapport est constant et peut se retrouver aussi bien chez un artiste de la figuration libre comme Robert Combas, que chez une artiste photographe de la Picture Generation, Louise Lawler, voilà, qu'on n'associerait pas comme ça, mais qu'Yvon Lambert va finalement soutenir. Yvon Lambert, c'est aussi beaucoup de compagnonnage, et c'est pour ça que donc, le titre de l'ouvrage, c'est une histoire intime de l'art, parce que c'est par ce biais de l'intime, du sensible que s'est construit à la fois sa galerie et sa collection. Et c'est véritablement plus que des œuvres qu'il a collectionnées, c'est vraiment des artistes avec lesquels il a eu des relations, donc parfois extrêmement durables, et c'est la découverte d'un artiste, de son univers, qui le portait parfois au-delà de la doxa esthétique dans laquelle cet artiste aurait pu être. Des compagnonnages au risque parfois de la déception quasi amoureuse, parce qu'on apprend ou on se souvient dans ce livre que finalement, soit c'est tournant, Daniel Buren par exemple, qui ne comprend pas bien la nouvelle approche ou l'intérêt pour Robert Combas par exemple, ou la figuration des années 80, ou à l'inverse, Michael Barcelo qui s'en va dans une autre galerie, et c'est une vraie déception pour Yvon Lambert, qui l'a défendu dès le départ. Enfin, c'est difficile, il le dit, à dire. Par contre, il dit qu'il est ému à chaque fois par l'envie de nouveauté. Il aurait pu rester sur ses premiers amours, mais en même temps, il se serait transformé, dit-il, en antiquaire. C'est la nouveauté qui le... Oui, c'est ça qui le stimule et qui le stimule encore. On le voit d'ailleurs que voilà, Yvon Lambert a fermé sa galerie mythique rue Vieille du Temple il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant, et finalement il a rouvert une librairie dans laquelle il y a un espace d'exposition, et en fait dans lequel il continue à montrer des artistes, certains d'ailleurs qu'il a soutenus par le passé, comme Jean-Charles Blay, avec lequel il y avait eu aussi en tout cas, disons qu'il s'était perdu de vue, et puis là, qui se retrouvent, mais aussi des jeunes artistes qu'il continue à soutenir, par aussi d'ailleurs des ouvrages de bibliophilie. C'est quelqu'un qui reste, et je pense restera toujours, extrêmement alerte sur le monde qui l'entoure et la création en train de se faire. Alors nous allons écouter un nouvel extrait dans un instant, mais avant, il y a quelque chose d'autre qui me semble rapproche Yvon Lambert et Daniel Rosenberg, c'est le papier, c'est la passion, c'est l'amour de la feuille, du papier. Chez Pierre Rosenberg, on le savait, le livre en parle, et on le redécouvre dans ce livre aussi. Il y a une passion d'éditeur peut-être d'ailleurs, mais pour le dessin, il y a énormément de dessins.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des grands corpus de la donation. Il y a environ 150 arts graphiques dans cette donation. Et c'est vrai qu'on parlait de l'intime. Souvent, le dessin, les arts graphiques sont par définition ce premier geste. Et puis, par le format aussi, quelque chose qui participe d'une relation plus intime que parfois une grande peinture monumentale. Donc oui, il y a cet attrait véritable d'Yvon Lambert pour le papier, qui fait aussi d'ailleurs que c'était aussi un challenge dans cet ouvrage, de faire un ouvrage dont il soit fier et qui rend honneur aussi à cet aspect d'Yvon Lambert et de sa donation. Alors nous allons écouter un nouvel extrait, ce sera le dernier du livre, hein, l'histoire intime de l'art. Il est extrait du texte d'introduction Still Alive, on l'a cité tout à l'heure, d'Alfred Pachman, l'ancien directeur du Musée national d'art moderne. C'est un texte qui avait été écrit en 2000 à l'occasion de l'exposition La beauté en Avignon, je crois, hein, dont vous nous parliez tout à l'heure. Je vous propose d'entendre cet extrait qui, vous allez voir, est toujours d'actualité. Christiane Coendi, c'est à vous. La collection particulière détient vis-à-vis du musée un immense avantage. On n'y recherchera pas au premier abord ce qui peut lui faire défaut, mais on la considérera d'emblée comme une totalité autonome, provisoire sans doute, apportant un éclairage propre à la catégorie artistique que le collectionneur a choisi d'aborder. Le conservateur de musée est perpétuellement en manque. Il pense sans cesse à ce qu'il ne possède pas, aux lacunes qu'il lui faudrait combler. Il se lamente de ses absences, certaines irréversibles. Du coup, il cherche à construire une histoire de l'art quelque peu chaotique, presque toujours imparfaite. Ce qui n'enlève pas au musée sa fonction essentielle de référence. Le collectionneur constate lui aussi des absences. Il est en quête d'une perfection qui lui appartient et à lui seul. Sa collection n'échappe pas à certaines obsessions et il lui faudra parfois attendre longtemps pour les assouvir. Le collectionneur est sans doute en recherche continuellement, mais son projet est personnel. Il emprunte des cheminements non linéaires. Ce n'est pas un projet d'historien, mais une succession d'émotions. Ce qui n'interdit pas, bien entendu, à l'historien d'entretenir une relation émotionnelle avec les œuvres d'art, ni au collectionneur d'envisager l'art sous l'angle de son histoire. Il peut connaître des moments de mise en question. Il ne vise pas ou fort peu à traiter de lacunes préalablement définies. Il construit son ouvrage comme un mur de briques empilées, fidèle à certaines lignes directrices, infidèle aussi, car une collection voit se succéder des passions qui peuvent être contradictoires. Alors, je me suis posé une question à la lecture de ces deux livres. Je me suis demandé si Pierre Rosenberg et Yvon Lambert n'étaient pas devenus conservateurs du patrimoine pour le premier, marchands d'art pour le deuxième, finalement pour nourrir leur passion première de collectionneur. Qui veut répondre? Bonne question. Je crois en tout cas, oui, pour Yvon Lambert, c'est le cas en effet. C'est vraiment cet amour pour l'art et pour les artistes qui l'a fait devenir marchand. Mais voilà, je pense que de base, c'est vraiment cet amour-là qui, en tout cas pour lui, est, je pense, d'abord un amour pour les artistes avant d'être un
un amour pour les œuvres. Disons que les œuvres sont un moyen de relation avec les artistes qu'il a soutenus, en sachant que donc, dans cette donation, elle est constituée, je dirais, à 90% d'artistes qui ont été représentés par la galerie Yvon Lambert. Il y a quelques œuvres, quelques artistes de cette donation avec lesquels Yvon Lambert n'a pas eu l'occasion de collaborer pour X raisons et qui lui semblaient quand même des artistes essentiels, majeurs des décennies qu'il a parcourues. Mais voilà, c'est en tout cas pour lui de base cette relation, et je pense qu'il a aussi été marchand pour soutenir, pour accompagner ces artistes, plus que pour faire de son gagne-pain. Frédéric Lanoë. Et dans le cas de Pierre Rosenberg, je note aussi beaucoup de similitudes en fait avec ce que vous pouvez dire, dans le sens où je pense qu'il y a aussi un amour profond pour la création et pour les artistes qui sont derrière. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez fondamental dans cette collection. C'est vraiment d'aller saisir l'âme de l'artiste, de chercher à ce que des artistes ne tombent pas dans l'oubli. Et je pense que cette passion de collectionner, il l'a eu dès l'adolescence, donc il a déjà commencé à accumuler bien avant d'avoir l'idée de devenir conservateur. D'ailleurs, avant de devenir conservateur, il a fait des études de droit, donc ce qui montre qu'il n'a peut-être pas nécessairement envisagé tout de suite la carrière de conservateur comme étant quelque chose, une voie tracée pour lui. Mais cette carrière de conservateur, peut-être que pour lui, c'était une manière de mieux pénétrer les grandes collections et de surtout faire connaître les artistes à travers des expositions importantes, à travers un travail scientifique sur les collections. Donc c'est quelque chose, oui, je pense que c'est deux choses complètement parallèles dans sa manière de voir. Il y a d'un côté sa boulimie de collectionneur et de l'autre côté le travail scientifique pour les musées. Mais c'est vrai que ce sont des intérêts qui se rejoignent à un moment ou à un autre, puisque il a toujours finalement dans sa démarche de collectionneur eu dans l'idée de combler des lacunes qu'il y aurait pu y avoir dans les collections publiques, donc de penser que tel artiste n'était pas assez représenté soit au Louvre, soit dans les musées de région, et de chercher à aller à l'encontre de cet oubli. Donc c'est vrai que oui, il y a quelque chose ce sont des choses qui sont bâties parallèlement dans sa vie, mais finalement qui ont des points d'acquaintance. Évidemment, c'est inévitable. Finalement, peut-être une exposition des deux collections aurait un sens. Je dis ça, mais... Complètement, oui. Mais on sent une espèce d'élan vital aussi dans cette manière de collectionner, d'intérêt pour les autres aussi, pour les artistes fondamentalement, pour ce qui est beau, pour ce que l'homme a de meilleur en fait. Et je pense que c'est ces deux personnalités finalement qui appartiennent à une même génération et qui ont... 1936, oui, pour les voilà. deux, c'est la même année de naissance. Voilà. Donc peut-être très marqué par la guerre, par une période sombre et une envie finalement de faire confiance à la vie par la suite et de faire confiance à ce qui est de plus beau. Et vous, qui avez travaillé avec eux, qui rentrez dans l'intimité, c'est votre mot, des collectionneurs, est-ce que ça a changé quelque chose chez vous, dans votre sensibilité, votre œil peut-être, votre goût? Jean-Baptiste? Non, mais c'est vrai que ce qui était fascinant dans le travail avec Yvon Lambert, pour moi en tout cas en tant que spécialiste d'art moderne et contemporain qui a étudié l'art minimal, l'art conceptuel, etc. À l'école du Louvre ou à l'université, c'est là d'avoir cette approche complètement différente en fait de ces courants, de ces artistes, par le biais d'un acteur de cette période, de ces courants, qui du coup n'en parle pas comme un historien de l'art, mais comme un amoureux et un fervent défenseur
de ces courants et de ces artistes, qui voilà, va les prendre par des prismes différents que les prismes classiques de l'histoire de l'art. Donc c'est sûr que c'était fascinant, et aussi de mieux comprendre ces courants, ces périodes par le biais de quelqu'un qui les a éprouvés, soutenus, et qui en a été un des acteurs fondamentaux. Majeur. Frédéric ? Oui, alors moi je dirais aussi que ça a évidemment modifié aussi ma manière d'envisager peut-être la collection, le dessin évidemment, parce que je découvre comment une collection se constitue, les mécanismes d'acquisition, les opportunités, les hasards aussi qui ont beaucoup d'importance finalement dans ces constitutions de collections. Mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi une manière de découvrir une autre histoire de l'art, puisque c'est comme dans le cas de Pierre Rosenberg, souvent des feuilles d'artistes méconnus qu'il a achetées comme anonymes, ou d'artistes, donc de feuilles d'artistes à redécouvrir. C'est une autre histoire de l'art qui est envisagée ici, et une formidable école de l'œil en fait pour moi et puis pour le futur public qui viendra au musée du Grand Siècle pour voir nos expositions. C'est une formidable opportunité de se former, de se confronter au style des artistes, d'essayer de les identifier, de les retrouver en fait dans cette marée de feuilles qui est parvenue jusqu'à nous. Merci. Alors, nous avons une tradition dans l'art entre les lignes, c'est le coup de cœur d'entendre. Ce sera le coup de cœur de Marie Garambois dans quelques instants. L'occasion avant de vous inciter, merci pour ces ouvrages qui sont passionnants, et de vous inviter, mesdames et messieurs, à les lire, à les découvrir et à les relire et à les garder précieusement. Une histoire intime de l'art, Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu, coédition Knapp, collection Lambert et Dilecta, et la curiosité à l'œuvre, dessin de la donation Pierre Rosenberg, celui-ci paru au passage, sachant que vous travaillez d'ores et déjà à l'édition Frédéric Lanoë du catalogue qui paraîtra en 2026, complet de la collection cette fois. Oui, tout à fait, on continue le travail nous devons publier donc à l'ouverture du musée en 2026 le catalogue complet de la collection, donc aussi bien peinture et dessin. Et j'ajoute également que ouvre au Petit Château de Sceaux, qui accueille la mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, la semaine prochaine une exposition consacrée à la donation d'animaux de verre de Pierre Rosenberg. Donc il y a une centaine d'animaux qui sont présentés au public pour l'occasion à partir du 12 ou du 13 octobre. Et un petit catalogue, donc le deuxième opus de notre collection qui sera également proposé au public, paru grâce au travail de Marie Gauthier qui est présente dans la salle et que je salue, qui s'intitule Fantaisie animale et qui présente donc cette donation de verre. Donc dans une exposition assez ludique que je vous invite fortement à aller découvrir au Petit Château. Eh bien, nous irons la découvrir. Alors, Marie Garambois, vous allez nous partager avec nous votre coup de cœur. Marie Garambois, vous êtes conservatrice des bibliothèques. Après avoir travaillé pour le Goethe-Institut, vous rejoignez l'INHA en 2020, d'abord au service des publics, puis aujourd'hui au service du développement des collections de la bibliothèque de l'INHA. C'est-à-dire que c'est vous qui procédez aux acquisitions d'ouvrages et participez à l'accroissement des collections. Alors, ce soir, vous avez souhaité nous parler et partager votre coup de cœur. C'est le journal de Kessaring qui est récemment reparu dans une collection augmentée, c'est ça, dans une édition augmentée chez Flammarion. Marie Garambois, c'est à vous. Bonsoir. À la toute fin des années 90, quand j'étais adolescente encore, j'ai visité New York pour la première fois et j'ai eu la chance de visiter le Pop Shop de Keith Haring. C'était un lieu qu'il avait ouvert en 1986 sur Lafayette Street à Soho, et puis qui a fermé depuis en 2005, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était peint du sol au plafond, et il irradiait de cet endroit une énergie, une vitalité qui s'est toujours confondue pour moi avec la ville de New York. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter cet ouvrage ce soir, ce journal, initialement publié en 1996 par la Fondation Keith Haring, et puis qui a récemment été réédité en français par Flammarion.
Quand on pense à Keith Haring, on a tous des images de street art et puis aussi cet invraisemblable succès commercial, cet empire dont finalement le pop shop qui vendait déjà tout et n'importe quoi à l'époque n'était finalement que les prémices. En fait, on parle d'une véritable icône du pop art et puis au-delà, une icône de la pop culture. C'est un journal qu'il a rédigé de 1977 à 1989, juste avant sa mort. Il est décédé en 1990, il avait 31 ans du sida. Et c'est un journal en fait qui nous porte de l'intime, très intime, à un aspect mondain, très mondain aussi, extrêmement mondain. On passe de son travail à sa vie quotidienne. Cet ouvrage, c'est le résultat de l'édition d'une douzaine de cahiers manuscrits remplis de dessins, avec des réflexions sur ses œuvres, des citations, des listes, des réflexions sur sa vie, son travail, son succès, son homosexualité. On y croise toute la scène new-yorkaise, mais aussi la scène européenne. Et puis, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui écrit notamment dans l'avion, et donc on se trouve pris dans une sorte de tourbillon et d'élan vital, comme disait juste auparavant notre autre invité. Dans son avant-propos, Robert Farris Thompson, qui est historien de l'art à l'université de Yale, dresse un parallèle aussi qui est très intéressant avec le journal de Dürer, puisqu'en fait, il trouve qu'il y a aussi une sorte d'achoppement entre les détails d'une vie extraordinaire et puis d'une époque foisonnante d'événements. Et en fait, c'est en ça qu'il fait un parallèle entre ces deux journaux. Donc très vite, on voit que Keith Haring, qui commence donc adolescent à écrire, il a 19 ans, se fait une place en fait sur la scène new-yorkaise et dans le monde. Et son journal est infusé par toutes ces inspirations ou les rivalités qu'il peut entretenir avec d'autres artistes. Il raconte qu'après avoir vu le travail de Matisse, il s'est mis à faire des collages et du papier découpé. Il parle de l'influence de Warhol, du groupe Cobra, de ses amitiés aussi, de Frank Stella, de plein d'influences aussi, de l'Égypte antique. Parmi ce qui fait sa vie et qui influence son art, on trouve au détour de toutes les pages de son journal, pêle-mêle de la musique, depuis Zappa, le Grateful Dead. Il a aussi beaucoup d'expériences parisiennes. Il raconte qu'au Grand Rex, il a vu les Beastie Boys, Run DMC. Il parle d'une soirée parisienne avec Nina Hagen, d'une boîte de nuit en Suisse où il passe les Rita Mitsuko. On apprend beaucoup de choses tout à fait étonnantes sur cette vie et ce tourbillon existentiel, de la danse, du cinéma, de la philosophie. Il cite Wittgenstein, la littérature, Ginsberg. Puis il parle de ses voyages à Paris, au Japon, à Milan, en Inde. C'est un journal qui témoigne d'une créativité incroyable, un appétit de connaissance des autres, un appétit de vie, une très grande humanité aussi, un amour pour les enfants. Et on peut notamment lire dans ce journal la genèse d'un projet que j'aime beaucoup. En 1987, il a peint une de ses œuvres monumentales à Paris. C'est la tour qu'on peut voir à l'hôpital Necker, qu'il avait peinte pour les enfants et que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez jamais vu. Et puis aussi, c'est un journal qui parle de sa lutte acharnée contre le sida et de cet appétit de vie à la fin de sa vie. C'était quelqu'un d'épris de modernité, puisque dès la fin des années 70, il s'interroge sur la création par les ordinateurs, la place de l'artiste, son individualité, l'absurdité de la célébrité aussi, puis il est très critique vis-à-vis du marché de l'art. Il dit « Tout ce système pue, mais il est impossible de s'en tenir à l'écart ». Vous nous direz si c'est la même chose aujourd'hui. C'est un journal qui comporte des réflexions très drôles également. Toujours en 1987, il se plaint de Beaubourg, qui a accroché une de ses toiles à l'envers. Et il dit « Il est impossible de trouver la moindre personne dans ce musée. Il est tellement grand que personne ne sait ce qui s'y passe. » Voilà. Et puis surtout, c'est un journal en fait qui éclaire son œuvre en filigrane avec sa sexualité et ce que l'auteur de la préface, Farris Thompson, nomme aussi un contre-trope de l'innocence. Voilà, deux pôles en fait de son œuvre. Et puis aussi évidemment une conscience aiguë de la mort à venir, surtout à partir de 1988. Il se sait malade du sida, il a vu son entourage décimé autour de lui et il meurt le 16 février 1990. Donc de ce journal, en fait, ressort le portrait d'un homme extrêmement généreux, l'idée de la création qui peut être complètement rédemptrice dans une vie. Il écrit « Dans la vie, ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter autant de variables infinies qu'il m'est possible physiquement de le faire, de manière consciente ou inconsciente. » Voilà. Et puis j'ajouterais que la Fondation Keith Haring réalise un grand travail de numérisation de différents matériaux liés à son œuvre et que si ce journal vous intéresse, vous pouvez trouver plus de 400 pages qui sont en ligne sur le site de la Fondation. Merci Marie Garambois. Donc rendez-vous à l'hôpital Necker pour aller voir la fresque. Rendez-vous aussi, je crois, un retable à Paris, dans une église à Paris de Keith Haring. Vous vous souvenez de quelle église ?
À Saint-Eustache. Saint-Eustache, exactement. Merci Marie Garembois. Alors vous avez parlé de la formation de l'œil, donc moi je vous signale la parution du magazine d'art L'œil qui met en avant les dernières expositions et notamment l'exposition événement Van Gogh à Orsay, les coulisses de l'exposition événement, mais le magazine parle également de Marthe Rocco, de Vladimir Velikovitch et d'autres expositions. Il est temps pour nous de nous quitter, de vous remercier. Merci Jean-Baptiste Delors, merci Frédéric Lanoé pour votre générosité, à vous aussi. Merci aussi à Éric Dechassay, directeur de l'INHA, Jean-Christophe Castelin, éditeur de L'œil, les médiathèques de Maison-Alfort pour leur soutien, Marie-Laure Moreau, Anne-Gaëlle Plumegeot, Sarah Chiesa et tout le service communication, Lucie Grandjean, chargée de mission développement culturel à l'INHA, qui est ma partenaire, avec Olivier Mabille dans cette aventure, Olivier Mabille qui est de la bibliothèque de l'INHA. L'ensemble des personnels de la bibliothèque qui rendent possible l'enregistrement de cette émission, Clotilde Bendarek, responsable des partenariats du magazine L'œil, Marine Acker, chef du service des manifestations scientifiques, à l'équipe de production qui filme ce soir et qui permet de vous rappeler que cette émission sera visible comme les précédentes sur YouTube. Et je n'oublie pas bien sûr Christiane Coendi, que je remercie bien fort et très chaleureusement de ses lectures ce soir et que nous irons retrouver bientôt à Biarritz pour l'entendre de nouveau. Merci, bonne soirée.